c'est se leurrer de dire que c'est qu'un outil. Je suis pas du tout pour remplacer les gens par l'IA, c'est pas ça, simplement. On change de modèle. On peut le voir de façon positive, c'est le moment d'auditer sa structure. Comme on peut le voir de façon négative, c'est hyper flippant pour une grosse partie des dirigeants qui n'ont pas prévu de faire ça, quoi. Elle, c'est Nathalie Dupuis, directrice artistique freelance, formatrice et ambassadrice du plan national Oser l'IA. Et moi, je suis Lise Barcellini. Bienvenue dans Y a encore du taf. Bonjour Nathalie. Bonjour Lise. Alors on est mardi, il est 14h05. Depuis le réveil, combien de fois est-ce que vous avez utilisé l'IA et c'était pour faire quoi ? Aujourd'hui, je l'ai utilisé parce que j'ai donné une formation à Boulogne juste à côté. Donc effectivement, je l'ai pas mal utilisé parce que j'ai montré des outils, j'ai revu mes prêts, etc. C'était une formation qui était destinée à qui ? À une agence de packaging. Donc une agence de com qui fait du packaging. Donc une très grosse agence que j'ai accompagnée sur le déploiement et l'utilisation de l'IA générative pour la conception créative. Donc aujourd'hui, je l'ai pas mal utilisé. Et vous l'aviez utilisé aussi avant d'arriver sur le lieu de formation ? Pas du tout. Je peux passer des journées entières sans l'utiliser. Ça peut tout à fait m'arriver. C'est par choix ? Les deux. C'est par choix et surtout parce que j'ai réfléchi en amont sur ce que j'avais envie de faire avec l'IA et ce que j'avais surtout pas envie de faire. Donc parfois, je peux ne pas l'utiliser du tout. Vous avez un peu cartographié les domaines dans lesquels vous avez besoin de l'IA et ceux où vous n'avez pas besoin. Où je ne veux pas y aller aussi. Par choix, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré il y a pas longtemps avec Olivier Siboni, prof de stratégie, spécialiste de la décision, et il explique exactement ça. Il a cartographié des domaines où il pense, avec son co-auteur Eric Hazan, que l'humain doit garder la main. Voilà. Et des domaines où l'humain peut être augmenté par les IA. C'est exactement mon point de vue. Partons d'abord de vos usages. Où est-ce que vous avez décidé d'utiliser des outils IA dans votre pratique ? Donc vous êtes directrice artistique, vous êtes aussi formatrice, on vient d'en parler. Dans quel cas concret vous utilisez l'IA aujourd'hui ? Dans mon métier de directrice artistique, je vais l'utiliser pour des choses très précises, c'est-à-dire l'aide à la retouche. L'aide à la création de visuels. Là où je pouvais faire un photomontage qui durait un peu longtemps, aujourd'hui ça va devenir une génération. Et cette génération sera retouchée à l'aide de l'IA. Je vais l'utiliser sur un brainstorming. Un brainstorming, je commence par réfléchir, mais là où auparavant je faisais appel à des humains, c'est-à-dire comme je travaille seule, si j'étais à plusieurs sur un projet, je consultais l'équipe. Si en revanche j'étais solo sur le sujet, je pouvais consulter les potes, l'amoureux, etc., etc. Là, maintenant, je vais, dans un premier temps, me challenger avec l'IA. Donc ça, c'est une vraie démarche différenciante par rapport à avant. Et puis après, dans ma gestion un peu personnelle, c'est-à-dire que mes outils, je les crée en IA. Les outils que j'utilise pour mes formations, comme je suis assez intéressée par l'impact environnemental aussi de l'IA, je suis en train de créer, et j'ai déjà créé des outils que l'on embarque sur son ordinateur, qui tourne en local, qui n'utilise ni token, ni empreinte environnementale, sauf l'ordinateur allumé, mais il est déjà allumé sans que je sois là, quoi. Donc j'essaye de faire en sorte que sur une phase d'apprentissage, là où on est quand même assez gros consommateur, on puisse utiliser des outils qui ne consomment rien dans la phase d'apprentissage, qui ne génèrent pas. Donc la question, c'est savoir utiliser l'IA, mais aussi savoir bien l'utiliser de façon raisonnable, éthique, etc. Oui, savoir utiliser l'IA. Je donne un exemple. Alors, il est complètement obsolète, mais ça donne quand même l'esprit de ce que ça veut dire. C'est 2 + 2 en IA, ça fait probablement 4. Et ça fait probablement 4,5, probablement. Alors évidemment que maintenant, vu les entraînements, on peut pas être aussi basique. Mais l'IA, c'est pas une calculatrice. Ce qui fait que utiliser l'IA pour des choses qu'elle ne sait pas faire parce que ça n'est pas cette technologie, c'est pas comme ça qu'elle a été conçue, c'est tout bête, mais ça déjà c'est une bonne pratique parce qu'utiliser l'IA pour quelque chose sur lequel la réponse sera probablement fausse, ça sert à rien de le faire quand on connaît l'empreinte énergétique. Par exemple, vous dans votre pratique ou lors d'une formation, vous avez un cas concret d'une fois où l'IA s'est complètement plantée? J'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Et puis, je demandais à l'IA, là, très récemment, on peut même le faire en direct, combien de S y a-t-il au mot session?
S-E-S-S-I-O-N-S. Bon, ChatGPT va en voir 3, Claude va en voir 2, parce que ça requiert plein de choses précisément. Donc, compter, c'est pas très clair. Enfin, ça requiert plein de technologies très compliquées pour une IA de demander cette petite chose toute bête. Donc, on ne peut pas tout demander à des IA conversationnelles, des IA génératives. Ça enfonce une porte ouverte, mais c'est bien de le redire. Quand vous parliez des outils que vous avez créés vous-même en local, c'est des outils pour faire quoi ? Pour apprendre à prompter. Sans aucune empreinte, sans aucune génération, sans aucune... Moi, qu'est-ce que je prône ? C'est on continue à réfléchir à ce qu'on veut. On continue à faire du jus de cerveau. Donc, si on fait un prompt solide au départ, déjà, ça évite d'en faire 25. Ou on va revoir, mais non, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, autant dire ce qu'on veut faire dès le départ. Mais si on fait un prompt solide au départ, après, on peut être dans du conversationnel beaucoup plus léger. Sauf que si on fait un prompt solide au départ, ça sous-entend qu'on a une vision humaine. Si on a une vision humaine, ça veut dire qu'on cadre l'IA. Si on cadre l'IA, ça veut dire que la technologie probabiliste, ça évite des biais. Donc, en fait, c'est essentiel de savoir ce qu'on demande, comment on le demande, et ce qu'on doit demander, être proactif, c'est essentiel pour avoir un meilleur résultat, parce que l'IA est fantastiquement puissante, extraordinaire sur tout un tas de points. Si on n'a pas un résultat extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas le demander, et c'est qu'on ne sait pas comment demander. Moi, je fais des trucs qui me font vriller le cerveau tellement c'est fou, en fait. Quoi, par exemple ? Alors quoi, par exemple, là, ça va être très technique. Hein. On y va. Ok. Je me suis récemment formée en vibe coding. Vibe coding, bon, c'est le terme, on comprend, c'est on fait coder par l'IA si on n'est pas dev, etc. Sauf que j'avais commencé à vibe coder sans formation, mais je me disais encore une fois, casquette législation, casquette environnement, casquette sécurité des données, parce que là, pour le coup, on fait des ponts et des flux et en termes de cyberattaque, je pense que là, c'est des tunnels. Hein. Ce sont des tunnels. Donc, je me suis formée. Donc, déjà, j'ai eu la confirmation que voilà, on ouvrait son ordinateur, on pouvait avoir des pratiques vraiment à risque, premier point. Et après, le vibe coding, c'est un temps où l'IA code pour vous, donc va coder des outils, va coder des apps, va coder des sites, va coder des choses extrêmement complexes. Et quand on s'est demandé ces choses extrêmement complexes, moi, en quelques heures, c'est indécent de le dire, mais j'ai revu toute mon infrastructure, parce que actuellement je fais un magazine sur l'IA générative, je fais des formations et je gère maintenant ma entre guillemets ma notoriété, puisque je fais des conférences, j'ai des prises de parole en public, etc. Donc j'ai ces 3 gros pôles. J'ai réussi à cadrer toute mon infrastructure avec back-end, front-end, tout ce que je veux récupérer comme data, etc. Mais au détail près de tout ce que je veux, très facilement et toute seule, alors que je suis directrice artistique, que j'ai fait les beaux-arts. J'ai jamais fait de code. Sauf que comme je sais demander ce que je veux et que je sais ce que je veux à la fin et que je sais ce que l'IA peut faire et ne peut pas faire, je le demande correctement. Et là, c'est incroyable. Vous êtes directrice artistique, vous avez fait les beaux-arts, vous n'avez jamais fait de code, comme vous venez de le dire. Comment vous êtes tombée, du coup, dans l'IA ? Il y a 3 ans, par hasard, sans faire exprès. Il y a 3 ans, donc moi je suis directrice artistique depuis 23 ans. J'ai travaillé dans la presse et dans le cinéma pour enfants. J'ai été affichiste pendant 22 ans et dans la direction artistique de magazines, pareil, pendant à peu près le même temps, pour plein de magazines différents. Et il y a 3 ans, j'écoute France Inter en bossant et j'entends continuellement que le matin on a un métier, que le soir on l'aura pas parce qu'il sera remplacé par l'IA. Donc, je vais voir, puis je l'entends 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je vais voir ce que c'est que cette fameuse IA. Je suis même pas geek, etc. Je mets un temps fou à essayer de me connecter sur Discord. Je mets déjà 3 jours à le faire parce que je connais rien au truc. Je vois ChatGPT, je teste un peu. Assez rapidement, je me dis, on peut faire quand même beaucoup de choses. Moi, qui suis dans le domaine au niveau des droits d'auteur, etc., je comprends pas trop comment ça marche, mais je me dis qu'il y a peut-être un sujet. Et là, sur Midjourney, enfin j'arrive à me connecter à Discord, je commence à prompter des premières images et là je dis mais c'est fantastique, toutes les images que j'ai depuis 20 ans en tête que je pouvais pas réaliser aux Beaux-Arts parce que photographe, mannequin, modèle, désert, lune, enfin bref, tout ce qui était quand même compliqué. Là, en un prompt, en expliquant bien ce qu'on veut, on l'a. Je suis fascinée. Pendant 3 semaines, je prompte de façon abusive. Clairement, pour voir jusqu'où on peut aller. Mes enfants, qui n'ont pas vraiment le droit de regarder les écrans, disent « Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que tu es comme les gens qui jouent tout le temps aux jeux vidéo, quoi. » Là, à ce moment-là, moi, mon cerveau, il est tellement prêt à exploser que j'arrête. Je coupe pendant 3 semaines et mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cet outil qui est
révolutionnaire. Je reviens 3 semaines après en disant, bon, concrètement, pour le perso, je vais pas y aller, ça m'intéresse pas. Par contre, au niveau pro, où on en est? Donc, je me dis, je fais une affiche de cinéma, je fais un magazine. Affiche de cinéma, ça fait pas vraiment de sens. Un magazine, par contre, ça pose la question de tout mon écosystème professionnel. Je bosse avec des journalistes, des photographes, illustrateurs, traducteurs, secrétaires de rédaction, etc. Moi, je suis directrice artistique. Ok. Donc, je commence à monter un magazine sous forme d'expérience. En 4 langues. Je fais 3 heures de génération pour générer les textes sur ChatGPT. Je fais 3h30 pour générer les visuels sur Midjourney. Je monte le magazine en quelques heures, en 4 langues, et je poste ça tel quel. Il y a trop de dents, trop de doigts, pas assez, etc. C'est une expérience. Je documente tout ça et je poste tout ça sur les réseaux sociaux de façon un peu candide pour que les gens qui savent, c'est-à-dire pas moi, me donnent les réponses et m'expliquent ce qu'il en est, comment l'IA va impacter nos métiers. Et c'est pas ce qui se passe, j'ai un tsunami médiatique et après ça devient une révolution pour moi. Donc au départ, puisque au final c'était le premier magazine au monde dont les contenus étaient intégralement générés par IA, mais ça je le savais pas. Et après il y a tout qui s'enchaîne. Le premier magazine, comment il s'appelait? IELS. Et maintenant, vous avez un magazine qui s'appelle IALS. Oui, en fait, j'ai changé une lettre. C'est ça. Est-ce que le magazine actuel, il est entièrement généré par l'IA? Alors, il traite de l'IA gène. Les interviews sont humaines, c'est-à-dire que j'interviewe maintenant des gens de l'écosystème qui utilisent l'IA. Moi, j'ai besoin c'est de l'IA expérientielle, ceux qui font, ceux qui l'utilisent. Donc, c'est sur le sujet. Moi, évidemment, je fais mes recherches, etc., avec l'IA, mais c'est moi qui fais mes questions et ce sont des humains qui répondent. Après, il y a que des visuels en IA dedans, évidemment, puisque c'est le sujet. Du coup, on l'aura compris, pour vous, l'IA n'est pas réservée aux technophiles, aux geeks, etc. J'aimerais bien qu'on mette maintenant votre casquette de formatrice. Qu'est-ce que vous voyez quand vous formez ces professionnels du monde de la création? C'est quoi leur premier regard sur l'IA générative? Il a évolué. Il y a 3 ans, ils avaient tous très peur. Là, ça a évolué un peu. Il y a encore des gens qui ont complètement peur, à raison. Ça me paraît raisonnable d'avoir peur, d'être en éveil en tous les cas. Aujourd'hui, les gens ont moins peur parce qu'ils ont essayé. Donc, ils ont passé cette phase de fascination. En revanche, comme ils ont eu très peur et qu'ils y sont allés et qui ont passé cette fascination, ils sont presque dans l'émerveillement. Ils ont presque lâché toutes leurs barrières. C'est-à-dire qu'ils sont passés du rien à tout. Et je sais pas, puisque mamie y va, puisque ma boulangère y va, puisque, il y a probablement un entre-deux, parce que il y a encore plein de sujets à plein d'endroits. La protection des données, non, on met pas la bouille de son enfant dans l'IA, parce que c'est peut-être que c'est drôle sur le moment de faire un photomontage avec la bouille de machin, mais c'est de la data qui est chez ChatGPT, c'est de la data qui est chez Grok, c'est de la data qui est... Il n'y a pas zéro incidence. Donc, il y a beaucoup de barrières qui se sont levées extrêmement rapidement sous prétexte que tout le monde y va. Donc, il y a un chemin entre ceux qui sont réfractaires et ceux qui sont trop enthousiastes, qui veulent tout confier à l'IA. Vous avez choisi ce chemin d'équilibriste. On le disait, vous avez... décider, il y a des secteurs où vous ne voulez pas utiliser l'IA, c'est lesquels? Sur quelles tâches vous vous dites, il y a une ligne rouge, ça je le garde sans IA? Quand je fais de la recherche et que j'ai besoin d'analyser, je ne confie pas tout à l'IA. Moi, je continue à lire et je continue à lire les résultats de mes recherches pour continuer à faire mes ponts, moi, et continuer à travailler instinctivement. Premier point. Deuxième point, après je me challenge avec l'IA, c'est pas la question, mais les ponts de réflexion de mon jus de cerveau à moi, je continue à les faire. Par exemple, un truc très concret, j'écris mes posts. Alors il va manquer parfois un mot parce que je relis trop vite. Vos posts LinkedIn. Oui, c'est là où je suis le plus active. Je fais aussi un peu sur Insta, mais beaucoup moins. Mes posts LinkedIn, je les écris. Alors parfois, c'est drôle. Il va manquer un mot. Parce que j'étais pris dans mon truc et hop, et je m'aperçois après que donc j'ai souvent des posts modifiés en disant faudrait que je mette le mot, mais ça me semble important. Il y a plein de choses qui sont importantes, donc continue à réfléchir, continue à faire mes ponts de réflexion, les posts. En fait, il y a encore plein de choses, j'arrive pas à les lister là, c'est drôle, mais il y a plein de choses. J'organise encore mon quotidien moi. Je donne pas à l'IA mon planning pour organiser ma journée. Je devrais parfois, parce que peut-être que ça m'éviterait de louper des rendez-vous. Mais est-ce qu'il y a des tâches que vous aviez testées avec l'IA et vous en êtes revenu, vous vous êtes dit non justement je veux pas que ce soit l'IA qui gère ça pour moi?
Non, par contre, ce que j'ai fait, est-ce que c'est ce que non, parce que quand j'ai décidé de tout faire, de tester le full IA, je l'ai fait sur 3 jours, c'est-à-dire chaque moment de la journée, je me dis tiens, ça, professionnel, hein, ça, est-ce que l'IA le ferait? Tiens, je le teste. Non, ça me plaît pas. Tiens, je le teste. C'est pour ça que, par exemple, la gestion de mon planning, la gestion de mes rendez-vous, la gestion, il y a plein de choses que ça m'empêche pas de louper des rendez-vous. Hein. Je ferais peut-être mieux de le faire gérer par une IA. Hein, et ça, tous les proches le savent. Hein, mais c'est comme ça. Et pendant 3 jours, j'ai fait des tests sur est-ce que ça, si je le faisais faire par une IA, qu'est-ce que ça dit? Et c'est comme ça que je me suis dit, ça, je veux que ça reste humain, ça, je veux que voilà. Et au niveau pro, c'est un peu ce que je conseille. Après une formation, on essaye de ça, c'est une tâche qui est rébarbative. Est-ce que je le fais avec une IA? Est-ce que ça me plaît? Parfois, on a besoin aussi d'avoir le cerveau en off. On a besoin d'être sûr de faire des choses rébarbatives. On a besoin aussi de s'ennuyer. Qu'est-ce que je le fais, etc. Non, je le garde. Et donc, on fait ça sur 3 jours ou une semaine. L'objectif, c'est on fait tout en IA pour vérifier. Vous parlez beaucoup donc dans ce domaine que vous connaissez bien, la direction artistique, donc les deux domaines de la communication, du visuel, etc. Il n'y a pas aussi des gens que vous rencontrez qui ont peur d'être remplacés, de devenir inutiles face à des IA de plus en plus performantes? Si, alors ça, c'est toute la journée. C'est toute la journée, que ce soit au niveau créatif, comme dans tous les métiers. Selon moi, le sujet, c'est on veut intégrer l'IA comme un outil au sein de sa boîte. Ça sous-entend qu'on ne change rien au process puisque c'est un outil de plus. Dans cet outil de plus, l'IA est beaucoup plus performante que l'humain. C'est-à-dire que pour analyser un document de 350 pages, elle va mettre quelques secondes, ce qui n'est pas le cas de l'humain. Ce qui fait que si on intègre l'IA sur le modèle actuel, c'est voué à l'échec, où toute la boîte va être en surcharge cognitive, puisqu'elle pourra pas vérifier, parce qu'il faut encore vérifier, bien sûr, les choses. Donc, ça va être compliqué. Donc, actuellement, c'est un audit métier, un audit méthodologie presque, pour pouvoir l'intégrer correctement. Et ça, c'est un vrai changement de posture, un vrai changement complet, parce que on crée notre boîte là. On peut inventer tous les process. On a 20 ans de boîte, c'est un peu différent. Et cette agilité-là, l'IA presque va nous l'imposer, quoi, avec l'arrivée de l'agentique. Donc, l'IA est de plus en plus performante et accélère vraiment. L'économie décélère vraiment. Du coup, comment ça marche, quoi? C'est très difficile comme période actuellement. Hein. Donc, ce que vous dites, Nathalie Dupuis, c'est que l'IA, ce n'est pas seulement un outil en plus. C'est aussi, quand on l'intègre dans une entreprise, dans une organisation, ça va profondément modifier la structure de la gouvernance, les façons de travailler, les façons de collaborer, etc. Oui, c'est se leurrer de dire que c'est qu'un outil. On apprend un outil, on apprend à utiliser un outil, mais ce n'est pas un outil. C'est-à-dire que quand l'outil est capable de faire des tâches de personnes, ça n'est plus seulement un outil. Donc ça veut dire que cette personne-là, à quel endroit on la place, à quel endroit elle va être pertinente, à quel endroit on la garde. Si on la garde, enfin ça, il y a un vrai sujet. Et je suis pas du tout pour remplacer les gens par l'IA. C'est pas ça simplement. Il y a un constat, c'est on change de modèle. Alors on peut le voir de façon positive, où c'est c'est le moment d'auditer sa structure. Comme on peut le voir de façon négative, c'est hyper flippant pour une grosse partie des dirigeants qui n'ont pas prévu de faire ça, quoi. Et qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les entreprises? Vous êtes ambassadrice du plan national Oser l'IA, donc vous allez en entreprise pour parler de ces sujets. Vous parlez à des dirigeants de quel genre de boîte et qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel regard ils portent sur cette intégration des systèmes d'IA dans leur boîte? Alors moi, je fais surtout des prises de parole en public où les dirigeants viennent. Je me déplace assez peu au final mais je fais plutôt des prises de parole publiques et lors d'événements et voilà. Il y a tous les cas de figure. Il y a les dirigeants qui vont être hyper accélérationnistes et qui vont aller dans le full IA en faisant fi de toute gouvernance, toute souveraineté, toute sécurité, tout voilà. Il y a ceux d'après qui vont être sur quelque chose de plus raisonné, mais qui vont quand même avoir une vision. Il y a des gens qui vont freiner complètement. En fait, on est sur tous les cas de figure, vraiment. Ce qui ressort, c'est quand même les doutes, les questionnements, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ça, malgré tout, on l'entend, mais tous les jours sur en fait, sur on va être remplacé, c'est ça? Où est-ce que ça va aller? C'est-à-dire que là, on est passé, on fait souvent l'analogie de l'IA, c'est arrivé, c'est comme Internet. Internet s'est installé sur 20 ans. Là, ça s'instaure, on est sur 4-5 petites années et avec une accélération qui est difficile à même
intégré, enfin, au niveau cérébral ou j'en sais rien, on a besoin d'être d'une agilité absolue et le cerveau a quand même besoin de temps en temps de se dire ça, je vais rester là posé 2 minutes et puis je vais rester un peu stable. L'IA, c'est tout sauf la stabilité, c'est une agilité permanente. Donc être agile comme moi qui suis freelance, facile. J'ai pas 15 personnes. Être agile quand on a une structure de 15 personnes, des locaux, des machins, c'est pas le même délire. Moi, l'agilité, sur le moment, quand j'ai démarré, je me suis dit, bon, si tu vas dans ce truc-là, il va falloir que tu sois OK sur une vérité ne durera pas plus de 5 minutes. Et c'est une agilité comme très inconfortable quand on est humain. Enfin, c'est pas que moi, c'est vraiment l'humain a besoin quand même de se poser sur 2-3 trucs, 2-3 socles. Mais je suis solo. Donc solo, c'est facile d'être agile. Les freelances, les toutes petites structures, c'est ultra facile. Attention, hein, c'est plus simple que si on est dirigeant avec des process. Quel conseil vous donneriez, justement? Ce serait de comprendre, essentiel. Et comment on fait pour comprendre l'IA? Se renseigner, se former, aller voir des conférences. Enfin, maintenant, il y a 5 ans, c'était compliqué. Autant là, aujourd'hui, c'est très facile d'accès. Il y a une communauté. Alors moi, dans ma partie, on est 50, on livre tout sur LinkedIn. On est très partageur. Tout va tellement vite qu'on est extrêmement généreux. Hein. On explique les choses. Il n'y a pas de sujet. Donc, comprendre et se former. Parce que la peur n'évite pas le danger. Hein. Donc, c'est pas en mettant la tête dans le sable que ça changerait quoi que ce soit. Cadrer, savoir, cadrer sa boîte, cadrer la position personnelle comme professionnelle. Cadrer les choses et tester. Ce seraient les 3 conseils. J'en viens déjà à ma dernière question, Nathalie Dupuis. Vous, en tant que directrice artistique freelance, formatrice IA, ambassadrice du plan national aux l'IA, est-ce qu'il y a une IA qui n'existe pas encore et dont vous auriez besoin? Je pense pas. Et si elle n'existe pas encore, demain, elle sera sur le marché. Enfin, on est sur cette rapidité-là. Là, début d'année, enfin dès novembre dernier, quand Claude d'Anthropic a sorti ce Claude Code, c'est le même cataclysme que quand Midjourney est arrivé ou ChatGPT est arrivé en 2021 et 2022 quoi. On est sur ce genre de révolution complète. Donc si elle n'existe pas, elle existera dans quelques minutes. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie Dupuis. Merci. Merci à vous d'avoir été mon invitée. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé à mieux penser l'IA. Si c'est le cas, n'hésitez pas à diffuser l'épisode autour de vous, à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode et souvenez-vous d'ici là, il y a encore du taf.